Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, les enjeux humanitaires et la coopération étaient au centre de la rencontre entre le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, et le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Chagan Chapagan, en mission officielle à Kinshasa. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est entretenu le mercredi 25 avec le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Chagan Chapagan, en mission officielle à Kinshasa. Au menu de leurs échanges, les enjeux humanitaires et le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et cette organisation humanitaire internationale. À la tête d'une forte délégation, le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a formulé au speaker de la Chambre basse du Parlement deux préoccupations majeures, notamment obtention d'un appui financier et technique accru auprès du gouvernement congolais. This is my first visit to DRC. J'aimerais encore exprimer ma gratitude au président de l'Assemblée nationale pour sa reconnaissance du travail qu'abat la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, pour le soubassement juridique que bénéficie la Croix-Rouge, dont bénéficie la Croix-Rouge, et aussi son engagement pour pousser les projets de loi pour le compte de la Croix-Rouge. Et j'ai eu une réunion très fructueuse et productive et je réitère ma gratitude au président de l'Assemblée nationale. Très attentif à ces deux demandes, le président Vital Kamerhe, lui-même originaire de la région en proie à l'insécurité, a salué les courages et les dévouements des humanitaires congolais avant de rassurer son hôte de l'engagement de l'Assemblée nationale à faire avancer la proposition de loi sur la Croix-Rouge, annoncée comme l'une des priorités législatives de la session de septembre prochain. La proposition de loi qui est en chantier, qui a déjà franchi le seuil de la direction des études après la signature du protocole additionnel entre le gouvernement et la Croix-Rouge. À la rentrée parlementaire, nous ferons en sorte que cette loi-là soit votée et promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République. La journée s'est clôturée par une simulation d'intervention humanitaire au Palais du Peuple en présence de plusieurs personnalités. La troisième édition du Forum Africa Tech Invest a été lancée le mercredi 25 juin 2025 au Centre culturel de Kinshasa, placé sous les thèmes « Les entreprises africaines en mouvement ». Ces forums veut mettre en lumière une Afrique qui non seulement rêve de puissance technologique, mais qui agit, investit, code, fabrique et influence activement pour bâtir un mouvement continental structuré et audacieux vers la souveraineté numérique, l'industrialisation technologique et une coopération intelligente entre le secteur privé et public. Suivez. Ces rendez-vous technologiques au Centre culturel de Kinshasa, qui a réuni plusieurs acteurs étatiques du secteur numérique et le start-up évoluant dans ces domaines, avait pour objectif principal de créer une plateforme annuelle des convergences pour le gouvernement, les investisseurs, le start-up, les entreprises de télécommunications et les citoyens. Il s'agit de structurer une souveraineté numérique continentale, c'est-à-dire donner aux pays africains le moyen de maîtriser leurs données, leurs infrastructures critiques, leurs modèles de développement numérique dans le respect des réalités locales. Prenant part à ces forums, le président de l'ARPTC Christian Katende a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre le start-up et les opérateurs. Aujourd'hui, l'inclusion numérique est accompagnée de développement d'applications qui répondent à des besoins locaux en termes de prise en charge de problématiques et les startups qui les développent ont souvent besoin des opérateurs télécoms pour les diffuser. Donc c'est une collaboration obligée et il s'agit de voir maintenant entre les deux parties comment favoriser le plus possible ce partenariat de manière à ce qu'il soit le plus abondant possible, de manière à donner une inclusion numérique beaucoup plus importante, parce que toutes ces applications résolvant des problèmes de société, il y aurait une adoption des utilisateurs et une production à la fois de services et de richesses. Pour sa part, le coordonnateur de l'Agence pour le développement numérique en RDC, Dominique Migisha, a invité le gouvernement à accompagner la couverture télécom pour que chaque Congolais bénéficie des bienfaits de l'Internet
et de la connectivité. L'avantage avec les startups, c'est qu'elles peuvent aller plus loin avec leur agilité qui est propre pour pouvoir toucher des populations reculées avec des applications spécifiques. On pense particulièrement aux milieux ruraux, au milieu des agriculteurs, pour les questions de santé, les questions d'éducation. Et donc c'est à ce niveau-là que l'État aussi doit faire sa part. C'est le cas sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait en sorte que le Fonds de service universel puisse enfin voir le jour et finalement capter 3% des revenus bruts des opérateurs de télécommunications dans notre pays. Cette troisième édition s'est inscrite dans une dynamique stratégique continentale avec une programmation ambitieuse, inclusive et tournée vers l'action. La République démocratique du Congo prend part au sommet de Gavi qui se tient à Bruxelles en Belgique. C'est le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba qui représente le pays à ses assises placées sous le thème Santé et prospérité grâce à la vaccination. Occasion pour le numéro 1 du secteur de la santé publique de réitérer l'engagement du gouvernement congolais en faveur de la couverture santé universelle. Regardez. C'est sous le thème « Santé et prospérité grâce à la vaccination » qu'a été placé ce sommet mondial des vaccinations. Ces assises qui se tiennent à Bruxelles ont connu la participation de la République démocratique du Congo. Représentant le président de la République, le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba a porté la voix du pays à cette campagne internationale d'élever des fonds en faveur de la lutte contre les maladies évitables, au moyen notamment de la vaccination. On est ici justement pour cette grande réunion, cette grande conférence internationale de Gavi pour la levée de fonds pour lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Et le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'avait demandé de le représenter ici et de dire au monde l'engagement de la République démocratique du Congo pour que tous nos enfants accèdent aux vaccins qui permettent d'éviter les maladies telles que la rougeole, la rubéole, les oreillons, toutes ces maladies évitables mais qui sont dangereuses et malheureusement handicapent énormément de nos enfants. Il a en outre réitéré l'engagement du gouvernement congolais à étendre sa couverture vaccinale. Ce message a été très bien accueilli parce que la RDC a prouvé à plusieurs reprises son engagement en faveur de la vaccination de routine de nos enfants. À noter que ces sommets s'organisent dans le but de lever des fonds auprès des donateurs afin de protéger les enfants contre ces maladies évitables. Je l'annonce au sommaire de ces journaux, lutter contre les pratiques non éthiques dans l'enseignement, c'est l'objet de formation qu'organise la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle, en faveur des hauts cadres du secteur éducatif, ouverte le mercredi 25 juin. Ces séances de travail qui se sont clôturées ce jeudi 26 juin 2025 à l'immeuble du gouvernement ont porté sur l'évaluation du risque de corruption dans l'enseignement technique et dans la formation professionnel. Détail dans ces reportages signés Igor Biwaka et Djomanana. Cette séance des formations a réuni des hauts cadres des secteurs éducatifs, d'une part ceux de l'Inspection générale de l'éducation, du secrétariat général, des Proved, et d'autre part ceux de l'Institut national des préparations professionnelles. Élaguer les risques de corruption qui rongent l'enseignement technique et la formation professionnelle. Tel a été l'objet d'échanges de cet atelier organisé par la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Le professeur Charles Mambo, principal formateur de ces assises, a identifié ces pratiques non éthiques qui ternissent l'image du secteur éducatif congolais. La formation porte sur l'évaluation de risques de corruption dans le secteur de l'enseignement technique et dans la formation professionnelle relevant de l'INPP. Cela découle de l'enquête que nous avons menée l'année dernière dans la province de Kinshasa, celle du Haut-Katanga et de Lualaba, sur l'évaluation des risques de corruption dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel. Globalement, il est constaté qu'il y a énormément d'antivaleurs dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel. Cette question prégnante a conduit à des recommandations phares à l'intention des décideurs politiques. Si nous voulons que notre pays développe demain,
nous devons préparer notre jeunesse. Et c'est dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel de l'INPP que nous avons une main-d'œuvre pour avoir la classe moyenne dont a parlé le chef de l'État. Et donc, qu'on mette du sérieux dans ces deux secteurs-là. Nous recommandons aux décideurs de s'impliquer davantage, comme ils le font déjà, pour améliorer les conditions salariales des enseignants et formateurs, en même temps mettre un peu du sérieux dans la sanction, positive et négative. Ces assises, qui ont duré 2 jours, ont été sanctionnées par l'adoption des résolutions issues des propositions des bénéficiaires de la formation. Chez nous, on fait des textes de sélection avant. Restons toujours dans ce même chapitre, le participant, principalement les inspecteurs de l'inspection générale de l'enseignement, le PROVED et cadres de l'Institut national des formations professionnelles ont encouragé cette initiative de la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption. À les en croire, ces séances de travail ont renforcé la capacité à lutter contre les pratiques non éthiques qui s'observent dans le secteur éducatif congolais. On les écoute tour à tour dans ses propos sélectionnés par Igor Biwaka. Premièrement, nous devons d'abord féliciter la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption parce que ces genres d'assises sont vraiment importants pour recycler, renforcer les capacités dans le cadre non seulement de la formation technique et professionnelle, également dans le cadre de la lutte contre la corruption. Vous savez, la corruption est une sorte de cancer qui gangrène vraiment tous les secteurs de la vie nationale. Et vous allez voir au niveau de la formation professionnelle, c'est un mal aussi qui est vraiment érigé en forme de, non seulement d'antivaleur, mais en forme de valeurs. Il y a vice des valeurs. L'antivaleur devient valeur, le vice devient vertu, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment un atelier qui a été très bon et très bien. Ça nous a permis de renforcer un peu nos capacités en matière de connaissance de la formation, en matière de lutte contre la corruption. Vous l'avez dit tantôt, les risques de corruption dans le secteur de l'enseignement sont évoqués dans cet atelier. Qu'est-ce que vous, le corps inspectoral, vous visiez à travers la participation de cette formation? Oui, à travers cet atelier, notre participation, nous visons à ce que nous ayons des techniques qui peuvent nous permettre à élaguer ces fléaux qui est en train de ronger notre système éducatif. Au fait, la corruption. D'abord, nous remercions les organisateurs du fait qu'ils ont jugé utile d'organiser un tel atelier puisque c'est très important. Il y a trop de mots qui rongent l'enseignement technique et même l'enseignement professionnel dans notre pays. De telles assises sont pour nous vraiment un succès et vraiment rentables pour nous, pour que nous puissions capitaliser quelques résolutions qui seront émises dans cet atelier. Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux. Il s'est clôturé, c'est jeudi 26 juin 2025 à l'hôtel Hilton de Kinshasa, la 2e édition du forum du secteur financier en République démocratique du Congo, organisé par le think tank RDC Stratégie. Cette édition ayant pour thème « Libérons le potentiel financier de la République démocratique du Congo, une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et souveraine », s'est vu être animée par des panels enrichissants sur la bancarisation et financement des PME, la conformité bancaire et la coopération internationale, entre autres. Un reportage signé Fulgence Milaï et Eddie Boma. Cette clôture, avec à la clé la participation effective de plusieurs ténors du secteur financier congolais et international, a été riche en panels et échanges et a mis en lumière de sujets et débats sur notamment la bancarisation et les financements des PME, l'éternel talon d'Achille des stratégies bancaires, mais aussi la mise en place d'un cadre juridique pour dynamiser les financements innovants dans la digitalisation. Prenant part à l'un des panels, Clément Mouchengezi, directeur des cabinets du ministre de l'Industrie et PME, a détaillé les réformes mises en place par l'État pour l'accompagnement des PME, à savoir l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat, des start-up et de l'artisanat. Ce qu'on peut obtenir, c'est que notre souci à nous, c'est de formaliser les PME. On ne peut financer que les personnes qui sont formalisées.
Il faut que les PME viennent, qu'ils n'aient pas peur de voir le jour pour obtenir les accompagnements du ministère. Dès lors que les lois qui sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat, les start-up et l'artisanat prévoient la possibilité de donner une part de marché importante aux PME congolaises. C'est important que quand ils sont formalisés, en obtenant une carte d'entrepreneur, une carte d'artisan, d'être là et d'obtenir des financements éventuels pour les inciter à continuer à développer le projet de business plan. Pour Bodom Matungulu, président des think tank RDC Stratégie, il était question de faire la synthèse des activités de ces forums, annonçant au passage les recommandations destinées aux autorités compétentes. Libérer le potentiel financier de la RDC et un des moteurs pour la libération de ces potentiels, ce sont les PME. Et aujourd'hui, nous avons essayé surtout de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut arriver à financer ces PME qui vont permettre à ce que la RDC puisse réellement libérer son potentiel. C'est l'un des panels qui a été traité ce matin. Nous avons aussi parlé de la sortie de la liste ou bien de la zone grise de notre système bancaire, qui a été au centre en fait de grandes discussions, et nous sommes tombés d'accord sur certaines recommandations qui vont être coulées dans un document que nous allons présenter aux autorités, au gouvernement, pour que aujourd'hui la RDC, son système bancaire, financier surtout, soit un système qui soit conforme aux normes internationales. Et ici pour nous, en tant que laboratoire d'idées, think tank, c'est pour nous en fait une mission, celle de pouvoir accompagner surtout le gouvernement dans des grandes décisions, dans des grandes orientations, parce que tout ce qui touche au développement et à l'émergence de notre pays ne peut se faire sans un secteur financier qui se porte en bonne santé. Durant 2 jours, cette édition 2025 des DURC Financial Forum s'est établie comme vecteur de la transformation financière de la RDC en perspective, innovaine pour les études et les échanges sur l'écosystème financier de la RDC. Oui, le professeur part... Autre chose dans ces journaux, sur Stream, une société pétrolière, filiale du groupe Lydia, annonce avoir signé un contrat de partage des productions pour l'exploration des hydrocarbures dans le bloc de Yema et Matamba Makandi avec le gouvernement congolais en association avec la Cohydro sur Stream. Elle dit avoir obtenu le droit exclusif d'exploration et d'exploitation dans ces zones situées dans les territoires des Mwanda au Congo central. Suivez. La collaboration entre la République démocratique du Congo et la société pétrolière Surestream concerne un contrat de partage des productions pour l'exploration des hydrocarbures dans les blocs Yema et Matamba Makandi. Surestream, une société active en RDC depuis plusieurs années, opère dans les blocs Yema et Matamba Makandi dans les territoires des Mwanda au Congo central, en association avec la Congolaise des hydrocarbures, a obtenu les droits exclusifs d'exploration et d'exploitation dans ces zones. Nous sommes la société Surestream. Nous avons signé un contrat de partage de production avec l'État congolais, dans lequel contrat il y avait des obligations telles l'intervention sociale. Chaque année, la société devait participer par rapport à ces blocs Yema et Matamba Makandi à $100 000 les blocs pour les projets sociaux. Mais cela fait que Surestream Group a récupéré la situation, a racheté la société en 2021 et que de 2021 à 2023, 2024, il n'a fait acheter que les matériels des forages, des recherches et tout. Et maintenant qu'il est devenu prêt pour aller en forage, il a demandé à l'État congolais, par l'entremise du ministère des hydrocarbures, qu'on puisse lui annuler les 3 années de 2021, 2022, 2023. Il s'y est rappelé que la Cohydro participe avec 8% dans les contrats et Surestream prend en charge tous les coûts pétroliers. Le contrat définit également les relations entre les parties et les aspects financiers,
liées à la dite exploitation pétrolière. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, la Commission nationale des préventions routières joue un rôle central dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière de sécurité routière. Placée sous la tutelle du ministère de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, cette institution publique spécialisée est chargée de coordonner les actions de sensibilisation, des formations et des contrôles sur l'ensemble du réseau routier national. Et quel est le rôle et quelles sont les missions attribuées à la SENPER? Réponse dans cet élément proposé par Osé Kabamba. Face à l'hécatombe silencieuse que représentent les accidents de la route en République démocratique du Congo, la prévention routière s'impose comme une urgence nationale. Chaque année, de milliers de vies sont fauchées, souvent dans l'indifférence. Pour endiguer ces fléaux, une institution se trouve en première ligne, la Commission nationale des préventions routières, SENPER. Créée par ordonnance présidentielle le 26 décembre 1978, la SENPER est un service public chargé de proposer et d'exécuter la politique nationale en matière de prévention et de sécurité routière. Une mission stratégique à la croisée des impératifs de mobilité, de sécurité et de santé publique. Concrètement, plusieurs axes définissent son champ d'action. D'abord, la coordination des initiatives sectorielles. L'institution veille à la cohérence des efforts déployés par le secteur public et privé, tant au niveau national que provincial. Ensuite, elle œuvre pour l'harmonisation de la signalisation routière en conformité avec les normes internationales afin de garantir une circulation plus sûre et lisible pour tous les usagers. Autre pilier d'intervention, les données en collectant et en analysant le statistique fiable sur les accidents de la circulation. La SENPER alimente le décideur en informations essentielles pour l'élaboration de politiques efficaces. La formation n'est pas en reste. L'organe organise des sessions de recyclage à l'intention des conducteurs, notamment ceux opérant dans les entreprises publiques ou privées pour garantir une meilleure appropriation du code de la route. Mais au-delà du texte et des procédures, la SENPER est aussi présente sur le terrain. Elle agit au cœur de réalités quotidiennes en lien direct avec les autorités locales, le transporteur, les forces de l'ordre et la société civile. C'est cette dimension opérationnelle qui fait sa force, mais aussi sa vulnérabilité, tant les défis sont nombreux. Pression démographique, croissance urbaine anarchique, infrastructures vieillissantes. Quittons la ville de Kinshasa pour la province du Lualaba. Le gouvernement provincial poursuit sa modernisation. Un exemple illustratif sont les travaux d'un bâtiment en construction derrière le ministère provincial de l'Intérieur. Ces bâtiments de R+5 abritera les bureaux de certains ministères et divisions provinciales. Les travaux de construction de la résidence officielle du gouverneur sont à 85% entièrement financés par le gouvernement provincial sous le leadership de la gouverneure Fefi Masuka Saini. Suivez. Ces bâtiments de R+5, construits par le gouvernement provincial derrière le ministère provincial de l'Intérieur, abritera les bureaux administratifs des divisions provinciales, quelques ministères, ainsi que les bureaux d'études et laboratoires des ministères provinciaux des infrastructures et de mines. Les travaux, entièrement financés par le gouvernement Masuka, évoluent normalement et l'entrepreneur devra remettre l'ouvrage d'ici peu pour l'utilisation en vue de mettre fin à la longue série de locations. C'est un bâtiment que le gouvernement construit pour doter d'un bon cadre de travail à tous ses services, entre autres quelques ministères et quelques directions qui sont actuellement locataires avec des contrats de bail avec des privés. C'est un chantier dont les travaux sont estimés à 30% actuellement, des grosses œuvres. Nous sommes à R+3 et il nous reste de poser le plancher pour entamer les R+4 et finalement arriver à R+5. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a également initié les travaux de construction de la résidence officielle des gouverneurs dans l'agglomération de Moussompo, secteur de Luilou, où les travaux sont exécutés à 85%.
L'entreprise à pied d'œuvre s'attelle également aux travaux de finissage des 2 bâtiments jumelés, dont l'un abritera les services de sécurité du gouverneur et l'autre pour ses visiteurs. D'autres travaux sont en cours d'exécution. Il s'agit de la construction d'un nouveau palais de congrès répondant aux standards internationaux qui évoluent normalement, mais également l'amphithéâtre et des 2 salles polyvalentes. Ainsi, la gouverneure Masuka Saini Fifi est donc déterminée à léguer aux générations futures des infrastructures à la hauteur des immenses potentialités minières qui regorgent la province du Lualaba. La réhabilitation de la voirie urbaine et la construction des drains dans les quartiers nouvellement habités sont aussi inscrits dans le plan quinquennal du gouvernement Masuka. C'est le cas de le dire. Les travaux qui s'effectuent au quartier, je les cite, des avenues autrefois abandonnées refont peau neuve grâce à la politique de modernisation initiée par l'unique femme gouverneure de la République démocratique du Congo. Toujours dans la province du Lualaba, dépêché par la gouverneure Fifi Masuka, le ministre provincial de l'Environnement a effectué une descente à la rivière Kando pour s'enquérir de dégâts causés par les hippopotames. Nicodème Wamana a reçu les explications du chef coutumier du lieu. Ces animaux aquatiques ont déjà causé la mort de 3 personnes et sèment la panique dans le chef de la population de cette partie du secteur des Luilou. Suivez. Les villages situés le long de la rivière Kando sont victimes des dégâts causés par les hippopotames. Cette rivière est dans le parc Upemba, territoire des Muchacha, secteur Luilou. Ces animaux aquatiques ont déjà fait 3 morts et continuent à menacer la population. Cette dernière ne sait pas vaquer à ses occupations, dont notamment la pêche. Informée de cette situation, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a dépêché son ministre provincial en charge de l'environnement, Nicodème Tanda Wamana, afin de palper du doigt les réalités sur le terrain. Ici, Nicodème Tanda, son directeur de cabinet, le numéro 1 de l'ICCN Lualaba et le chef de la division provinciale de l'environnement reçus par les chefs coutumiers, ont constaté les dégâts causés par ces animaux. Kunaonekana maajabu ya nguvu juu ya nyama kiboko. Kiboko anaanza kubamba bantu msansi moyo, bantu wanashinda namna kuwezi kuteka au namna kuvuka saa vile bantu wanalimia mashamba hapo ngambo ya mtoni. Ndio ile tunalomba kusema mweye baleta mfanye nguvu ya uwezo kutusaidia population hii kwa hii magumu inaanza kutokea. Kama kwa uwezo ya kusema kuwezi kurefule wale banyama saa vile mwakili ya mweba kubwa mkwe mutusaidie. Nicodème Tanda Wamana a suivi avec attention les explications et a promis de faire rapport à l'autorité provinciale afin de trouver une solution dans un bref délai. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Il s'est clôturé ce jeudi 26 juin 2025 la 2e édition du Forum du secteur financier en République démocratique du Congo, organisé par le think tank RDC Stratégie. Cette édition s'est vue être animée par du panel enrichissant sur la bancarisation et financement des PME, la conformité bancaire et la coopération internationale. La formation sur la lutte contre les pratiques non éthiques dans l'enseignement, organisée par la LICOCO, s'est clôturée ce jeudi 26 juin 2025 à l'immeuble du gouvernement. Ces séances de travail ont porté sur l'évaluation du risque de corruption dans l'enseignement technique et dans la formation professionnelle. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.